Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour le deuxième numéro du magazine Au fil des pages. Nous sommes très heureux d'être en votre compagnie et notre joie est d'autant plus grande car aujourd'hui nous recevons un ancien de la RTI et avec lui on va parler de la dernière œuvre qu'il a écrite. Le titre c'est La chambre d'à côté. Il s'agit d'Ali Yoda que nous recevons aujourd'hui avec grand plaisir et avec un honneur assez intéressant et notre joie, vous pouvez l'imaginer, on n'arrive même pas à la contenir, mais en tout cas, on va faire l'effort d'y aller pour ce numéro de votre émission. Notre invité aura été tour à tour reporter, présentateur de la dernière édition du journal et présentateur de l'émission Allahu Akbar sur RTI 1 et après 35 années de bons et loyaux services, eh bien, il consacre son temps à l'écriture. Ali Yoda, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Bon, c'est avec une joie démesurée pratiquement que nous vous recevons aujourd'hui. Mais pendant 26 minutes, bien évidemment, on va se contenir et puis aller pour le magazine qui nous réunit ici aujourd'hui. Tout à fait. En tout cas, je vous écoute. Allez, votre œuvre que nous allons explorer aujourd'hui, c'est celle-là, La chambre d'à côté. Attendez, j'en perds même mes papiers. Voilà. Donc, La chambre d'à côté, un recueil plutôt de récits, 6 histoires que vous nous proposez dans ce roman. Pourquoi La chambre d'à côté? La chambre d'à côté parce que, vous savez, l'homme a 2 dimensions. Oui. Il y a la dimension spirituelle et puis il y a le physique. Alors, dans les petites histoires que je raconte, dans chacune de ces histoires-là, il y a ce volet spirituel et la dimension physique. Mais à côté de tout cela, il y a aussi une autre réalité qui est juste, c'est les passages qui ont trait à l'inhumation, au décès de notre ministre, notre Premier ministre, ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko. Quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Quelqu'un que j'appréciais beaucoup et qui, malheureusement, est passé à la chambre d'à côté. Et c'est bien cela. Et donc, nous le disions, 6 récits dont les titres sont Une affaire de femme, Erreur de jeunesse, Les villageois et les sobriquets, Le pétrole ou l'affaire de l'éventreur, Un étranger encombrant et Un voyage en train. Et vous l'avez dit, à côté de ces récits, il y a l'hommage que vous rendez à feu Ahmed Bakayoko, quelqu'un que vous dites avoir beaucoup apprécié. On va parcourir l'essentiel de ses œuvres tout à l'heure et de ses récits, mais avant, on part à la première rubrique de notre émission et c'est le doc littéraire. Je suis Alain Oussou, écrivain, enseignant-chercheur à l'Université de Bouaké, à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Parallèlement à mes occupations professionnelles officielles, je suis également éditeur et relecteur-correcteur. J'ai à mon actif aujourd'hui 6 livres, dont le premier intitulé Émotions, écrit en 2018, le second Tour d'horizon, écrit en 2021, le troisième L'amour en transe, écrit également en 2021, et après cette série d'œuvres, je dirais que tous ces livres-là sont des recueils de poèmes. Voilà, j'ai marqué une pause pour réorienter ma plume et en 2023, j'ai publié mon tout premier roman intitulé Tribulation ou étrange destin parallèle, qui est mon 4e ouvrage. Et la même année, j'ai publié, cette fois-ci pas un recueil de poèmes, mais un long poème intitulé Jusqu'au bout du néant. Et dans la foulée, toujours en 2023, j'ai publié un dernier roman, qui est mon 2e roman, et mon 6e ouvrage intitulé Mon cadeau de Noël. Cet ouvrage-là même qui fait, disons, la promotion de la lecture. Mon tout dernier ouvrage intitulé Mon cadeau de Noël est un livre qui encourage, pour ne pas dire qui incite à la lecture, parce qu'à travers ce livre-là, il est question d'un père qui offre un cadeau de Noël à sa fille, et vu la forme du cadeau, la fillette était toute heureuse parce qu'elle pensait avoir obtenu de son père une tablette voilà, de jeux vidéo et autres, quoi. Et finalement, il se trouve que quand elle déballe le cadeau, elle se rend compte que c'est un livre. Et là,
Ce fut la grande déception. Plus tard, après avoir évacué sa déception, elle décide d'ouvrir le livre et quand elle l'ouvre, elle se rend compte qu'en fait, le livre lui enseigne tellement de belles choses. Et ce qui est encore plus intéressant, elle se rend compte que c'est le livre de son père. Et à travers le livre, elle découvre le passé de son père. Et elle-même, fascinée par cet opuscule-là, ce livre, elle décide de se jeter à corps perdu dans la lecture. La lecture devient sa passion et elle finit par devenir écrivaine. Voici ainsi résumé ce petit livre qui compte moins de 100 pages, mais qui n'est pas moins instructif. Là où il y a le livre, très peu viennent. Parce que ça n'implique pas de la nourriture pour le ventre. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire, on a tendance à le dire, c'est ce qui est dans ton ventre qui est pour toi. Et que, voilà, après ça, il n'y a plus rien d'autre. Mais moi, je m'insurge contre cette pensée et je dis que c'est ce qui est dans ta tête qui est pour toi. L'événement a été une réussite inattendue, d'autant plus que j'ai invité des gens, c'est vrai, mais je ne savais pas qu'il aurait un tel engouement. Et je m'attendais à une dizaine, peut-être une vingtaine, une trentaine, maximum une quarantaine de personnes. Et je me suis retrouvé totalement débordé avec plus d'une centaine de personnes. Et les tenants de la librairie ont reconnu qu'il y a eu rarement une telle mobilisation autour d'une dédicace à la librairie Carrefour. Et franchement, on s'en félicite et on profite de cette situation pour dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin, à tous ceux qui ont répondu favorablement à cet appel. De façon générale, on leur dit merci, mais plus particulièrement, les remerciements vont à l'endroit de mon oncle Kwaku Kwadio, qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner dans ce processus-là. Et je remercie également mon cousin Jérémy Kwasi, qui lui aussi s'est toujours montré favorable et disponible quand je le sollicite dans le cadre de mes productions littéraires. Mon écriture invite le noir à faire, disons, une lecture de sa façon de gérer les choses, de sa façon de se comporter. C'est une remise en question de soi en tant qu'Africain pour pouvoir faire progresser les choses. Il ne faudrait pas rester dans cette politique de victimisation et d'accusation de l'autre en fait. C'est vraiment ce qui fonde ma thématique. Et puis à côté de cette thématique majeure qui est l'engagement, il y a aussi l'amour qui guide aussi ma plume. Voilà le doc littéraire qui mettait en scène aujourd'hui, hein, Arnaud Ewusu, qui a présenté 6 œuvres qu'il a écrites récemment et ces œuvres qu'il a présentées dans un espace de la place et où il a été surpris hein, par l'affluence qu'il y avait à cette activité. Eh bien, on sent que le monde littéraire, hein, il continue à être en branle. Hein. Les auteurs sortent de nombreuses œuvres qui sont appréciées des populations et on a de plus en plus de personnes qui assistent à ces dédicaces. Hein. Oui, tout à fait, parce qu'il y a que pendant longtemps, sinon de façon générale, oui, on dit que l'Ivoirien ne lit pas beaucoup, l'Ivoirien, c'est vrai, mais il y a des gens qui sont vraiment accros à la lecture. Donc dire que l'Ivoirien ne lit pas beaucoup, vraiment, je dis, c'est une idée qui est répandue, mais elle n'est pas forcément... Il n'est pas forcément juste. Hein. Elle n'est pas forcément juste. Et l'affluence qu'on a vue à l'activité de présentation des œuvres d'Alain Ewusu nous le montre si bien. Revenons à ce qui nous intéresse aujourd'hui, Ali Yoda. La Chambre d'à côté, hein, une œuvre qui a été éditée par les éditions L'Encre Bleue. Bon, on fait un coucou à M. Charles Pemont, hein, directeur général de cette maison d'édition, qui est avec nous en studio, hein, qui est venu s'assurer que l'œuvre de son poulet est bien présentée. Donc, L'Encre Bleue qui édite cette œuvre, La Chambre d'à côté, on l'a dit, un recueil de récits. On va s'intéresser à la première histoire. Hein. La première histoire qui est une histoire assez singulière, celle d'Issoufou, qui revient d'un long voyage de 25 années. Tout le monde le pensait mort. Voilà, on n'espérait pas le revoir un jour et un matin, il débarque dans son village. Et en toile de fond de cette histoire, on a une affaire d'excision. C'est quoi exactement? Non, l'excision, vous savez qu'elle est pratiquée dans beaucoup de contrées. Et généralement, on attribue l'excision
à la religion. On relie ça facilement à la religion musulmane notamment. Or, l'excision n'est pas une affaire de musulmans. D'abord même, islamiquement parlant, il n'y a aucun fondement religieux qui dit qu'il faut exciser les femmes. Et donc, ce sont nos us et coutumes que les gens prennent pour prétexte pour exciser. Sinon, il n'y a pas de... Dans la religion musulmane, en tout cas, nulle part il n'est écrit qu'on peut faire l'excision des femmes. Ça, ce n'est pas juste. Donc, et à côté de ça, il y a des populations qui ne sont même pas musulmanes, mais qui pratiquent cette excision. Oui, comme à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Comme à l'ouest de la Côte d'Ivoire, par exemple. Donc, or, c'est un phénomène auquel il faut pouvoir mettre fin. Donc, à travers ces pages-là, j'interpelle en quelque sorte les exciseuses, ces vieilles femmes qui sont dans nos villages et qui s'adonnent à cette pratique-là. Malgré les grandes campagnes de sensibilisation pour dénoncer le phénomène, il est malheureusement toujours existant. Donc il faut continuer cette campagne et faire en sorte que un jour arrive qu'on puisse dire que bon, il n'y a plus d'excision. Bon, ça, c'est le souhait qu'on peut formuler. On a bon espoir que cette violence basée sur le genre cesse un jour, et surtout qu'à travers les écrits d'auteurs comme vous, eh bien, le message de sensibilisation continue à prospérer pour justement mettre fin à cette pratique. Et puis, on a une autre histoire, Erreur de jeunesse. Erreur de jeunesse qui met en scène un jeune homme qui appartient à une caste, bon, disons noble, et qui engrosse une fille d'une caste inférieure. Et il cache l'histoire à sa famille. Et un matin, la jeune fille vient de déposer le bébé dans la cour des parents du jeune homme. Bon, ça aussi, c'est une façon pour nous de dénoncer certaines choses. Il faut, en principe, parler à nos enfants. Pour leur dire ce qu'il y a lieu de faire quand on a un certain âge, pour éviter ces choses-là. Parce que souvent, quand on interdit aux enfants de faire ci ou ça, en général, ce qu'on leur interdit là, c'est ce qui les attire. Et généralement, et malheureusement, je dirais, ça finit par arriver. C'est ce qui s'est passé avec ce jeune homme-là. Et puis, il faut pouvoir dénoncer certaines de nos pratiques aussi. Les problèmes de caste et tout ça, c'est révolu. Aujourd'hui, en 2024, on ne devrait plus peu importe la classe à laquelle on appartient. Donc c'est ce qui est arrivé à ce jeune homme-là. Et donc, la jeune dame, vous avez pu lire, et pour ceux qui liront l'ouvrage, verront que la jeune fille, c'est ce qu'il y a. Nos filles même qui se laissent entraînées par les jeunes gens qui prennent des grossesses, qui, quand on leur demande qui est le père de l'enfant, généralement, elles sont embarrassées parce que elles sont passées par plusieurs personnes. Voilà, ça, c'est pas intéressant. Mais en tout cas, on vous invite à lire cette œuvre, La chambre d'à côté, et surtout toutes ces histoires qui partent des histoires étonnantes aux histoires cocasses ou souvent bouleversantes et toutefois aussi inattendues. Et puis, s'il y a une histoire qui m'a marqué parmi les 6 récits que vous avez couchés dans cette œuvre, La chambre d'à côté, c'est l'histoire du pétrole ou l'affaire de l'éventreur, mais une histoire dont la morale qui est dégagée ici, mais interpelle tout le monde, c'est celle de la tricherie aux examens et des conséquences qu'elle peut avoir sur la société. Tout à fait. Oui, il faut dire que nous, du temps où nous autres étions à l'université Félix-Boigny de Cocody, il y a eu malheureusement, à cette époque-là, il y avait beaucoup de cas de fuite. De fuite, d'épreuves, d'examens. D'épreuves, des examens. Et cela, c'était généralement pendant les périodes des examens. En tout cas, constitue en juin. Et puis, mai-juin, c'était la période des examens. Et c'est à cette période-là qu'il y avait beaucoup de fuites. Bon, souvent, on en parlait souvent en cité pour peut-être en discuter rapidement. Mais c'était un phénomène qui était gênant. Parce que ça discréditait les diplômes qu'on avait. Et donc, moi, je dis, mais ça, il faut peut-être se saisir de ce fait divers-là pour en parler, pour une façon de dénoncer les tricheries. Parce qu'il n'est pas normal que des élèves ou des étudiants
passent tout leur temps à étudier, à bosser, comme on dit. Et pendant puis, que d'autres attendent d'avoir ce qu'on appelle le pétrole. À l'époque. Attendez, c'est trop facile. Oui. C'est trop facile. Oui. Donc, il faut dénoncer ces choses-là qui ne font pas avancer l'école ivoirienne. Et pour le dénoncer, vous avez mis en avant un fait grave qui est arrivé. C'est l'histoire d'un jeune homme dont le père était doyen d'une UFR à l'université et qui, grâce à qui il a pu obtenir son diplôme de médecin et qui pratiquait la chirurgie et il a oublié des instruments dans le ventre d'un patient. Ça, vous savez, il y a beaucoup de fiction dans ce qu'on dit, mais c'est des choses qui peut-être ne sont pas vraies, mais qui peuvent arriver. Non, mais c'est bon pour interpeller aussi. Voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Oui. Donc, il faut éviter que, par le biais de la tricherie, on pousse les enfants. Ça, c'est pas bon. Parce que votre papa a beau être recteur ou bien doyen de UFR ou quoi, mais il faut que votre enfant travaille au même titre que les autres. Parce qu'au fond, celui qui a le pétrole et celui qui n'a pas, mais ils n'ont pas les mêmes chances quand ils vont aux examens. C'est bien cela. Donc, on ne peut pas encourager la tricherie. Ça, c'est pas bon. Bon, en un mot comme en mille, l'affaire du pétrole ou l'affaire de l'éventreur, en tout cas, c'est pour interpeller sur le fait que les élèves ou les étudiants doivent obtenir leur diplôme par le mérite. Tout simplement. Et surtout pas par la tricherie. À côté des 6 récits que vous nous proposez dans La Chambre d'à côté, je le rappelle, qui est sorti aux éditions L'Encre Bleue, il y a l'hommage que vous rendez à Ahmed Bakayoko. Effectivement, M. Ahmed Bakayoko est un grand serviteur de l'État, Premier ministre, chef du gouvernement. Il était ministre d'État, ministre de la Défense. Enfin, il nous a malheureusement quittés le 10 mars 2021. C'est bien cela. Et donc, vu l'hommage que la nation elle-même lui a rendu, il était bon que l'on puisse retenir tout ce qui a été dit pour que les enfants demain s'en souviennent. Allez, on est très heureux d'être en compagnie de notre invité du jour, Ali Yoda, avec lequel on parle de son œuvre, La Chambre d'à côté. On part à la deuxième rubrique de notre émission, c'est « Dis-moi ce que tu lis » et juste derrière, on retrouve notre invité. Bonjour Penda, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous remarquons tout de suite que vous avez des livres à côté de vous. Vous allez sans doute nous les présenter. Mais avant, vous allez vous présenter à nos chers téléspectateurs. Merci Marie-Ange de me faire l'honneur de me visiter. Je suis Penda Dramera, je suis administratrice générale de Shine Group, qui est une agence conseil en communication. Je suis très passionnée de lecture et j'ai lu 1 millier de livres, on va dire, mais j'ai essayé de ressortir ceux qui m'ont le plus marqué. J'ai des livres que je lis tous les jours, qui sont sur ma table de chevet, donc qui sont Roubayat de Oumar Khayyam, Balthazar Gracian, qui est un écrivain jésuite, qui nous a fait un très beau livre de l'art de la prudence, qui parle de savoir-vivre et de savoir-être en société. Sun Tzu, l'art de la guerre, donc, qui parle de stratégie militaire. Et enfin, stratégie politique, qui est un classique que tout le monde, je pense, connaît, celui de Nicolas Machiavel, Le Prince. Mais en dehors de mes livres de chevet et des maximes que je peux essayer d'intégrer un peu tous les jours, j'ai aussi de la lecture de plaisir. Donc ma lecture de plaisir part sur tout type de littérature. Donc je pars de la littérature africaine à la littérature anglaise, en passant sur des livres de développement personnel. Mais ceux dont je vais vous parler, qui sont mes auteurs préférés, sont Paulo Coelho et Amadou Hampâté-Bâ. Donc Paulo Coelho, c'est un romancier, mais qui fait beaucoup de développement personnel et un petit peu de philosophie. Et Amadou Hampâté-Bâ, qui est un sage africain, qui nous a permis vraiment de retranscrire beaucoup de traditions orales à l'écrit, qui nous a parlé de son enfance à travers Amkoulel, l'enfant Peul. Donc c'est un livre que j'affectionne particulièrement parce que étant d'origine Peul, donc Amadou Hampâté-Bâ vient du même village que ma mère au Mali, donc le village de Massina. Il nous a, à travers Amkoulel, l'enfant Peul, parlé un petit peu de son enfance et de son adolescence, quand il partait à l'école coranique, quand il partait à l'école des Blancs, mais quand il apprenait auprès de son grand-père, quand il était dans la savane à la découverte de la nature. Donc il nous a vraiment enseigné pas mal de belles choses à travers ce recueil.
le passage le plus éloquent, on va dire, c'est quand il partait pour l'école française, il quittait son village natal pour une autre ville. Sa mère lui a donné plusieurs conseils qui sont d'actualité même aujourd'hui. Le premier conseil qu'elle lui a donné, n'ouvre jamais ta malle en présence de qui que ce soit. La force d'un homme vient de sa réserve. Il ne faut étaler ni sa misère, ni sa fortune. Fortune exhibée appelle jaloux, quémandeur et voleur. N'envie jamais rien ni personne. Accepte ton sort avec fermeté. Sois patient avec l'adversité et mesuré dans le bonheur. C'est une litanie de conseils que n'importe quelle mère, n'importe quel père peut donner aujourd'hui à son enfant, mais n'importe quelle personne peut essayer à travers ce recueil de s'approprier les vertus, parce que ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre tradition. Donc ce bouquin m'a énormément marqué et je le relis très souvent. Merci Penda. Mais quels conseils aimeriez-vous donner à ces personnes qui veulent aussi s'intéresser à la littérature, qui veulent aussi découvrir ce bouquin, et même ceux qui sont déjà amoureux de lecture? Amkoulol, l'enfant Peul de Amadou Hampâté-Bâ, est un véritable recueil de tradition orale. C'est un livre plein d'enseignements, mais c'est aussi une belle aventure à travers plusieurs contrées, on va dire, de l'Afrique. Donc c'est un roman qui captive, qui intéresse et qui apprend beaucoup de choses. Donc je le recommande vivement. Il n'est pas très cher et il est disponible un petit peu dans toutes les librairies en Côte d'Ivoire. Une chose est sûre, Penda, nous sommes convaincus de votre connaissance littéraire, mais nous allons quand même la tester. Alors, nous allons faire un jeu littéraire qui consiste... Mais avant, est-ce que vous connaissez des auteurs ivoiriens ou même africains? Oui, africains et ivoiriens, oui. Je peux citer plusieurs auteurs africains que j'apprécie, que j'affectionne, tels que Sambène Ousmane, Léopold Sédar Senghor ou encore Amadou Kourouma, qui est un auteur ivoirien. Et j'ai une jeune dame que j'aime bien aussi, qui est Onzata Ouattara. Alors, le jeu ici consiste à donner le nom des œuvres et vous allez vous charger de me donner le nom des auteurs. Je vais essayer. Alors, le premier livre, c'est « Le lit est tout le mariage ». Le lit est tout le mariage. Je crois bien que l'auteur, c'est Isaïe Biton Koulibaly. Alors, le deuxième est « Ferla » ou « Le dernier maillon de la chaîne ». C'est le dernier livre de Onzata Ouattara que j'ai lu il n'y a pas très longtemps. Le troisième est « Le cahier noir », paru en 1998. Alors, je suis sûre que je connais le titre. Le cahier noir. Oui, le cahier noir me parle. Mais je ne me souviens malheureusement pas du nom de l'auteur. L'auteur est Kamara Nongala. Ah, sûr. Merci Penda, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour ce beau moment de partage. Merci à vous de m'avoir permis de communiquer ma passion. Merci à Marie-Ange Miam et à son invité, Penda, la dame, qui parlait des œuvres qu'elle a lues et parlait de Amkoulel, l'enfant Peul de Amadou Hampâté-Bâ. J'imagine que vous connaissez Ali Yoda. En tout cas, je connais Hampâté-Bâ. Ouais, on a étudié certaines de ses œuvres par le passé. En tout cas, on fait un coucou à Roukiatou Hampâté-Bâ, la gardienne du temple. Et puis, elle parle, cette rubrique-là, elle parle de littérature et d'inciter surtout les populations à la lecture. Bon, pour contrer cette assertion selon laquelle les Ivoiriens ne lisent pas, pour vous, auteurs, j'imagine que c'est quelque chose que vous affectionnez, d'entendre ce genre de choses. Absolument. Il faut pouvoir, comment dire ça, dédramatiser, si j'ose ainsi dire, cette idée selon laquelle l'Ivoirien ne lit pas beaucoup. Ce n'est pas vrai. Les éditeurs diront que ce n'est pas juste. Et je ne crois pas dire le contraire. Dans tous les cas, ça ne doit pas décourager ceux qui ont l'inspiration nécessaire pour écrire. Tant qu'on peut, il faut écrire.
Donc il faut écrire, et c'est sûr, ces mots de notre invité Ali Yoda que nous allons refermer ce numéro. D'au fil des pages, Ali Yoda qui passait nous présenter son œuvre, La Chambre d'à côté, un recueil de récits, 6 récits hyper intéressants, suivi d'un hommage à Ahmed Bakayoko, un homme de foi et de devoir, comme l'a dit notre auteur. Et à côté de cette œuvre, il y a celle-là, Tranche de destin, un recueil de nouvelles aussi. Ces 2 œuvres qui sortiront en même temps. Bon, l'auteur n'a pas encore fixé la date de la dédicace, mais on se fera fort de vous en faire le compte-rendu ici dans votre émission. Ali Yoda, merci. Merci à vous. Et nous, on vous retrouve dans 15 jours pour un autre numéro de votre émission. Merci et bonne suite de programme sur RTI1.